Aujourd'hui, nous accueillons Baptiste Boé, qui est avec nous ce soir pour nous parler de son livre Littérovision, un regard différent sur 100 grands romans de la littérature française. On va faire tourner un exemplaire si vous voulez le feuilleter, parce que ça aidera à comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est un livre qui a été coécrit par Baptiste Boé et Michel Bernard, et qui est paru en 2023 aux éditions Le Bord de l'Eau. Avant d'en dire un petit peu plus sur notre invité, je voulais juste vous dire que c'est une rencontre qui a lieu dans le cadre d'un cycle à la bibliothèque qui s'appelle Une heure un auteur, qui met en valeur des auteurs et des autrices enseignants-chercheurs à la Sorbonne Nouvelle, donc qui ont publié des livres récemment. On a d'autres rencontres tout au long de l'année. La prochaine, c'est lundi prochain, le 4 décembre. C'est dans le cadre du cycle Littérature et Traduction, et c'est Marie Sorel, donc, qui nous parle de son ouvrage Les mains bavardes et les oreilles barrées, sur la traduction de la langue des signes. Voilà. Donc, Baptiste Boé, qui est-ce? On va rendre ça interactif. C'est moi déjà, la première réponse. Voilà. Baptiste Boé et Michel Bernard, donc, qui sont tous les deux auteurs de ce livre. Ce sont donc des enseignants-chercheurs à la Sorbonne Nouvelle, spécialistes de littérature. Et ils travaillent à proposer une nouvelle approche des textes grâce à des outils numériques. Donc vous allez voir là dans ce dont on va parler, c'est un ouvrage qui propose de regarder les classiques de la littérature française à travers la synthèse visuelle d'une grande quantité de données, 100 classiques pour être plus précis. Donc ils ont publié d'autres ouvrages, notamment en 2017, Littérométrie, outils numériques pour l'analyse des textes littéraires, aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Voilà, ça va toujours au niveau de Louis? Oui? Ok. Alors, on va commencer par une question généraliste. Donc, comment on a l'idée de faire un livre comme ça sur des classiques de la littérature avec ces outils, avec ce format? Ouais. C'est une bonne question. Alors d'abord, il faut absolument que j'excuse Michel Bernard, qui est dorénavant professeur émérite et qui n'est donc pas là ce soir parce qu'il vit majoritairement en Corse. Comme c'est filmé, je te dis bonjour Michel. Et donc de rappeler, comme vous l'avez fait, hein, que c'est un ouvrage coécrit à quatre mains. On a l'habitude de travailler ensemble, si bien que même quand on rédige des textes, et c'est toujours émouvant, on n'est plus capable en relisant de savoir qui a écrit quoi, ce qui n'est pas toujours le cas des auteurs, mais on forme dorénavant un vrai couple littéraire, en tout cas pour l'écriture. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nous sommes bien deux. Comment est-ce qu'on a l'idée un peu saugrenue de ce type d'ouvrage? Quand la vie se passe bien, les recherches qu'on mène sont en fait des vieux fantasmes qu'on arrive enfin à assouvir, à réaliser, et c'est le cas de celui-ci. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle parfois la textométrie, la stylométrie, la logométrie, la lexicométrie. Il y a tout un tas de vocables qui sont assez proches, hein. Cette idée d'analyser des corpus, en l'occurrence littéraire, mais ça marche avec tout type de corpus. Et je vois Valérie Delavigne qui, elle, travaille plutôt en linguistique, et ça peut être des corpus d'articles de journaux, par exemple, ce genre de choses. Et donc ça fait longtemps que je me suis intéressé à cette notion d'outil, parce qu'il faut vraiment concevoir aujourd'hui le numérique comme un outil exploratoire pour aller chercher, je ne sais pas si on peut dire la substantifique moelle des textes, ou si j'aime bien parler de phénomène textuel, c'est-à-dire essayer dans un corpus qui peut être un simple roman ou un ensemble de romans, parce que c'est ce qu'offrent aussi les possibilités du numérique, de traiter des énormes corpus, hein, ce qui aurait été absolument impossible à réaliser il y a ne serait-ce que quelques années. Et dès que je me suis intéressé à ces outils, et j'ai fait une thèse qui se servait de ces outils-ci en littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de monographies sur tel ou tel roman
qui faisait apparaître ces phénomènes textuels, mais qui n'existaient pas, et c'est pas si fréquent qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui n'existent pas, un ouvrage un peu fédérateur qui permettrait non seulement d'avoir des données statistiques exhaustives, objectives sur des romans, mais aussi parce que il y aurait une méthodologie commune, d'être en mesure de comparer les résultats obtenus. Et c'est vraiment, je parlais d'exhaustivité et d'objectivité, je crois que c'est deux grands apports des outils numériques. Exhaustivité parce que les outils numériques ne laissent rien de côté, et donc on peut vraiment être exhaustif alors que l'humain ne l'est jamais, et c'est tant mieux qu'on ne le soit pas. Et objectivité, alors ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas un petit peu de nous dans un ouvrage comme celui-ci, il y a toujours un petit peu de nous, mais objectivité parce que les tropismes qui sont les nôtres, hein, le fait que évidemment on est d'abord homme, d'abord femme, et qu'on a une vision nécessairement subjective d'une œuvre, eh ben, on peut essayer de s'en libérer un peu. C'est très intéressant lorsque, avant ma thèse, j'avais fait un mémoire de recherche sur la réception de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, et de voir à quel point, quand on entend quelqu'un nous parler d'un ouvrage, on en apprend peu sur l'ouvrage, on en apprend beaucoup sur la personne qui nous en parle. C'est-à-dire que tout d'un coup, un lecteur va avoir l'impression qu'il y a une surreprésentation de tel ou tel champ lexicaux, qui correspond pas nécessairement à une réalité factuelle. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, mais ça veut dire que, encore une fois, hein, je parlais tropisme. Moi, quand je vais lire, voilà, je me suis beaucoup intéressé aux questions autour du corps. J'ai toujours l'impression, quand je lis un bouquin, qu'il y a une représentation incroyable des membres, organes, mais parce que c'est ma grille de lecture. Et donc, les données numériques ont ceci de réjouissant que elles n'ont pas d'âme, ou en tout cas, elles n'ont pas cette subjectivité qui fait que parfois, il m'arrive de lire des articles de tel ou tel collègue et de me dire, en fait, non, ce qui est dit est factuellement faux. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant, mais ça veut dire que quand on passe à l'épreuve de la moulinette technique, eh ben, on se rend compte, voilà. Donc, à la question, pourquoi? La réponse est parce que j'en avais très envie. Non pas de le faire, parce que rétrospectivement, je ne sais pas si je me relancerai dans l'aventure. J'en dirai un mot, mais ça a été, c'était un calvaire. Ce qu'on a été complètement débordé par la tâche, on n'imaginait pas l'ampleur du travail. Mais j'avais très envie d'avoir une espèce de somme comme ça, qui me permettrait, moi, lecteur, lorsque je lis un roman ou lorsque je dois faire un cours, parce que ça s'adresse aussi évidemment aux enseignants, lorsque je dois faire un cours sur tel ou tel bouquin, eh ben, de pouvoir m'appuyer sur un certain nombre de données statistiques. Alors, statistique, ça fait pas rêver, hein, c'est pas très glamour le terme même, mais on emploie aujourd'hui plutôt data visualisation. En fait, c'est de la mise en lumière de données. On sait que la lecture tabulaire, c'est un enfer, et il faut mieux, selon l'adage bien connu, un petit graphique qu'un grand tableau. Et donc de me dire, ben voilà, je dois travailler, j'ouvre sur du côté de chez Swann, bon, peut-être c'est pas un bon exemple, le Diable au corps de Radiguet. Quels sont les verbes les plus fréquents? Enfin, après, on va peut-être évoquer un peu le détail, hein, mais d'avoir une vision comme ça, synoptique, quelque chose qui permette en un coup d'œil, c'est en tout cas la volonté de l'ouvrage, d'avoir des informations qui nous révèlent, qui font apparaître encore une fois ce que j'appelle moi des phénomènes littéraires, c'est-à-dire des aspérités. Chaque texte a ses spécificités, ses particularités qui font notre joie de lecteur, mais aussi notre miel de chercheur, parce que c'est souvent sur les particularismes d'un texte qu'on essaye de s'attarder. Donc c'est vraiment cette envie de combler ce que moi, en tout cas, alors peut-être pas tout le monde, mais identifié comme étant un vrai manque dans ce domaine. J'ai parlé de textométrie, de littérométrie, qui est un sous-domaine des TAL, hein, du traitement automatique des langues. Et je disais tout à l'heure que ça a été un voyage au long cours, parce que j'ai retrouvé les premiers fichiers là. Je me rappelle que l'idée a vraiment,
j'ai vraiment eu cette idée, on en a discuté avec Michel en 2009, on a commencé à travailler en 2011, et donc c'est publié en 2023. Donc c'est 12 ans de boulot. Alors, évidemment, hein, on n'y a pas travaillé tous les jours, et entre-temps, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, on a publié tous les deux un bouquin qui s'appelait Littérométrie, qui était un manuel pratique pour permettre aux étudiants et aux collègues hein, de s'emparer des outils pour eux-mêmes potentiellement réaliser les analyses qu'on a faites dans ce livre-là. Donc, Littérovision est la continuation de Littérométrie, en ce sens que c'est une illustration de voilà potentiellement ce que tout un chacun, avec un peu de bagage et beaucoup de sueur, peut obtenir à partir de textes numérisés. Donc justement, vous l'avez un peu dit, mais à qui s'adresse ce livre? À quoi ça sert? À vous? Non, c'est une bonne question parce que c'est une des difficultés d'un livre comme celui-ci, qui n'a pas un public. Moi, j'ai l'habitude, avec une petite pirouette, de répondre évidemment à tout le monde, plus exactement aux amateurs éclairés, hein, à tous les gens qui aiment la littérature et qui sont un peu curieux. Mais c'est vrai que d'un point de vue, par exemple, éditorial, ça a été compliqué de trouver un éditeur parce que il est typiquement à cheval entre ouvrage de spécialistes. Il y a une vraie volonté, d'abord parce qu'on est tous les deux universitaires, hein, donc il y a une vraie rigueur scientifique, il y a toute une méthodologie, c'est aussi pour ça que c'est si long. Mais il y a aussi une volonté de rendre accessible au plus grand nombre et donc d'éviter tout ce qui est jargonneux, un peu pédant et la novlangue. Enfin voilà, on sait qu'il y a certains bouquins d'universitaires où il y a des prérequis qui sont tellement considérables que ça s'adresse exclusivement à leurs collègues. Et c'est aussi ça la recherche. Hein. Je crache pas dans la soupe. Évidemment que il faut écrire. Et il m'arrive moi-même de commettre ce genre de choses-là. Mais là, l'objectif était de permettre à tout un chacun, mais aussi à des étudiants et potentiellement à des lycéens, d'avoir une approche, d'où le sous-titre, un regard différent, de regarder les textes différemment. Alors évidemment, c'est pas la même chose de lire la fiche sur Sido de Colette ou de lire le bouquin, mais ça offre, en tout cas c'est l'idée, de nouvelles perspectives et une autre façon peut-être de s'emparer un peu intimement d'un texte. Souvent, en tout cas c'est mon cas, quand on aime beaucoup un texte, on le lit, on le relit, et tous les lecteurs qui se sont adonnés à ces lectures successives se rendent compte que chaque lecture a ses propres spécificités. On lit pas, alors d'abord parce qu'on change, et quand il y a 10 ans d'écart, on parlait de Belle du Seigneur, j'ai lu Belle du Seigneur à 16 ans, et je l'ai relu à 25, j'étais pas le même homme, ou plutôt jeune homme et homme, et la lecture a été radicalement différente. Et donc les lectures successives offrent une vision différente. Là aussi, c'est-à-dire que c'est des phénomènes dont on n'a pas conscience. Et tout d'un coup, même des bouquins que je considérais très bien connaître, parce que j'avais travaillé dessus, parce que j'avais donné des cours dessus, quand je me suis mis à lire mon propre livre ou à extraire les données, hein, on parle de data mining, il y a cette notion de minage, il faut creuser au fond du texte. Là, j'ai découvert des choses, alors que j'avais encore une fois cette intuition d'une connaissance voilà, exhaustive, alors qu'on sait qu'elle ne l'est jamais. Et c'est pour répondre à la question à qui ça s'adresse. Donc à tout le monde, aux lycéens, aux étudiants, aux collègues, à tous les gens qui sont un peu curieux et qui ont envie d'avoir une vision un peu différente des textes qu'ils pratiquent. Et quand je le fais circuler, les gens font toujours la même chose, hein, c'est-à-dire on regarde la table des matières et puis il y a une table de tous les bouquins qui sont traités, donc des 100 livres, et tout le monde va tout de suite voir son bouquin préféré en se disant bon alors les choses de Pérec, alors qu'est-ce que ça me dit sur les choses de Pérec, avec cette possibilité, et ça il faut quand même dire la joie pour un chercheur que de pouvoir utiliser ces outils numériques, c'est que il est possible de réaliser une fiche manuellement. Alors c'est très complexe,
parce que ça prend beaucoup de temps, mais on peut prendre, quand j'ai commencé ma thèse, c'est comme ça que j'ai travaillé, on peut prendre un exemplaire qu'on sacrifie, puis pas un stabilo, mais des stabilos avec des couleurs différentes pour souligner tel champ lexical et puis tel autre, et puis ça fait des choses avec des post-it partout. On peut le faire pour certains aspects, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Si on cherche un champ lexical dans un bouquin avec un stabilo, ça prend le temps que ça prend, mais on va y arriver. Il y a des phénomènes textuels qui sont quasiment impossibles à identifier. Par exemple, ce qu'on appelle des apax, c'est des termes qui ne sont présents qu'une fois dans un ouvrage. Souvent, quand il y a un apax, ça nous dit quelque chose, ou c'est un néologisme qu'on a inventé avec notre équipe de recherche, les nulax. C'est des termes qui n'apparaissent pas dans un livre. Or, comment chercher un mot qui n'apparaît pas dans un livre? Alors, vous allez me dire, si avion apparaît pas dans La Princesse de Clèves, la belle affaire. Et vous aurez raison. Mais il arrive, et il y a un certain nombre d'articles assez connus là-dessus, que l'absence nous en dise beaucoup plus que la présence. Michel a écrit un article sur l'absence du mot parrain dans la recherche du temps perdu. J'espère que je ne me trompe pas. Et ben, il se trouve que Proust avait une relation très particulière à son parrain et que tous les termes du champ lexical de la famille sont présents dans la recherche, évidemment. Et celui-ci est un nulax. Encore une fois, j'espère que je ne me trompe pas. Comment faire pour chercher avec un stabilo un mot qui n'y est pas? Voilà, typiquement, le genre de choses que les outils numériques rendent possible, sans parler évidemment de la masse de données, c'est qu'on peut bien le faire. Alors, on peut le faire sur la recherche avec 3500 pages. Il faut déjà avoir un petit peu de temps devant soi, mais on va pas pouvoir le faire sur 500 ouvrages du 18e parce qu'une vie n'y suffirait pas. Et ne serait-ce que la lecture des 100 bouquins, là, il faut déjà avoir quelques années sabbatiques devant soi. Il y a aussi, pour évoquer les choses qu'on ne peut pas chercher, on a essayé de travailler sur cet aspect-ci, tout ce qui est co-occurrentiel, c'est-à-dire, alors avec une proximité plus ou moins grande, mais quels sont les mots qui apparaissent souvent associés à d'autres. Ça, c'est quasiment impossible de le faire à la lecture. Il faudrait identifier toutes les occurrences d'un terme et puis ensuite voir ce qui se trouve à côté et le faire pour tout l'ouvrage. Je me rappelle, c'est devenu un peu un truc classique, Eros et Thanatos, quand l'amour est là, la mort n'est pas loin. Mais dans Belle du Seigneur, à chaque fois qu'il y a le mot mort, dans les deux phrases à côté, il y a le mot amour. Voilà. Ça, c'est un phénomène textuel qu'on peut rendre visible très simplement avec un ouvrage, avec des outils numériques. À la main, c'est presque pas possible. Notre équipe de recherche a le doux nom d'Hubert de Falaise. Hubert de Falaise est le premier à avoir réalisé un concordancier de la Bible. Donc, c'est-à-dire, un concordancier, c'est tel mot, telle occurrence. Alors, on n'aime pas trop le mot qui est un peu ambigu et les linguistes n'aiment pas du tout, mais quelle forme, à quel endroit on trouve quelle forme, juste de dire les contextes. Dont on servait beaucoup pour les homélies. On ne travaille pas du tout sur les textes religieux, mais comme c'est le précurseur. Alors, lui, il avait découpé des Bibles en faisant venir des moines enfermés dans un monastère. L'histoire est une vraie... on pourrait en faire un roman, en découpant des petites bandelettes, en les collant, enfin, voilà. Mais aujourd'hui, pour réaliser un concordancier de la Bible, c'est, si tant est qu'on ait les bons outils qui existent dorénavant, c'est 2-3 minutes. Alors qu'il aura fallu 1 an à 100 mois, en tout cas, dit la légende, pour réussir à faire ça. Alors, c'est intéressant ce rapport intimité-objectivation, parce que vous dites que c'est en objectivant qu'on développe un rapport intime. C'est un peu contre-intuitif, puisqu'on pourrait se dire, moi, c'est l'intuition qui va créer un rapport intime avec une œuvre, mais en fait, c'est en chiffrant, c'est en conscientisant. C'est ça. Et je me pose la question aussi, les auteurs, si vous leur montriez ça, qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce que vous faites la psychanalyse des auteurs? Alors, le littéraire aime beaucoup faire ça. En l'occurrence, là, non, puisque c'est des données objectives, et à mon avis, toute analyse ou toute psychanalyse est nécessairement subjective, parce qu'il faut un autre, il faut l'altérité. Alors, c'est un message que je lance, parce que les derniers, c'est classé par ordre chronologique, les derniers auteurs étudiés sont vivants. Houellebecq est vivant, Jean Echnoz l'est aussi, Pascal Quignard encore, Marguerite Duras non, mais Le Clésio, notre
notre nouveau prix Nobel, et Modiano, ah ouais, 2 prix Nobel, qui ne l'étaient pas d'ailleurs quand on a commencé à travailler. Donc il y a 4-5 auteurs, on l'a envoyé à leur maison d'édition, pour l'instant on n'a pas de nouvelles, mais ça m'intéresserait vraiment d'avoir un retour de plaisir. Si tu nous écoutes, réponds-moi. Je ne sais plus quelle était la question. Ah oui, oui, ça peut sembler paradoxal de dire finalement, ça me permet d'avoir une intimité plus grande, de lire des données strictement objectives qui pourraient sembler être un peu froides alors qu'on vivrait une intimité un peu chaleureuse. Mais on se rend compte, quand on connaît bien des textes, que et ben, tout d'un coup, on les découvre d'une autre façon et ça renforce cette intimité. Si je prends l'exemple des verbes, parce qu'une des catégories, hein, c'est d'essayer de voir les verbes qui sont les plus fréquents. Les verbes qui renseignent sur le rapport à la complexité du réel, sur cette interaction avec le monde qu'ont les personnages des romans. Hein. Il s'agit de romans, je ne sais pas si on l'a suffisamment dit. Ben de se rendre compte que, je sais pas, je prends Le Petit Prince, alors bien sûr comprendre, regarder, on s'en doutait, mais aimer finalement est un des mots. Moi, la lecture du Petit Prince, j'ai une vision peut-être un peu analytique et j'avais oublié cette dimension-là. C'est pas un de mes bouquins préférés, je veux pas me fâcher avec tous les amoureux du Petit Prince, mais je l'ai relu à cette occasion et voilà, quand je l'ai lu à, je sais pas, à 10-12 ans, j'avais trouvé que c'était super, à 40, moins, mais ne nous fâchons pas avec les amoureux du Petit Prince. Mais voilà, ça, un peu comme si on découvrait un ami dans un autre cadre. Hein. On a ça, on a l'impression de connaître quelqu'un par cœur, puis on va le voir, on va l'avoir à son boulot, et tout d'un coup, on découvre une autre personnalité. Et du coup, ben, c'est un petit peu ça. C'est de voir ces textes avec lesquels enfin, quand on est prof de littérature, avec lesquels on vit, on a notre bibliothèque, qui sont là, on les prend, on les reprend, surtout quand on doit préparer des cours, et tout d'un coup de les découvrir différemment et d'avoir donc cette impression d'intimité plus grande. Alors comment est-ce que vous avez constitué le corpus de ces 100 romans? Oui, c'est une des questions qu'on nous pose le plus parce que donc ça s'intitule Un regard différent sur 100 grands romans, j'en bafouille, de la littérature française. Or, bien malin qui est capable de donner les 100 grands romans de la littérature française. Et c'est la première difficulté, je pense que ça nous a pris au bas mot 2-3 ans de constituer cette liste. Parce qu'il nous a semblé dès le début évident que, précisément parce qu'on avait une volonté d'avoir une démarche scientifique, de ne pas donner nos 100 grands romans. Ça, il y a beaucoup d'écrivains qui s'y sont essayés. Bec BD, il n'y a pas longtemps, là, a sorti les 100 grands romans de la littérature. C'est très intéressant, mais encore une fois, ce choix-là, qui est pour le coup purement subjectif, vous vous en moquez probablement de mes 100 grands romans, et c'est d'ailleurs pas ceci. J'aurais jamais constitué cette liste-là. Donc la première étape, longue, fastidieuse, surprenante parce que les résultats, on s'y attendait pas, ça a consisté à compiler un grand nombre de listes, générer, alors, des listes de lecteurs, mais aussi des listes plus académiques, les textes qui sont au programme de l'agrégation, les textes qui sont reçus des prix littéraires, pour essayer d'identifier, je ne sais pas ce que ça veut dire les grands romans, mais les romans, par exemple les manuels scolaires, on a épluché énormément de manuels scolaires pour faire des listes, les romans qui sont les plus représentatifs de la littérature. Voilà. Grand, encore une fois, c'est subjectif, mais en tout cas, ceux qui sont le plus cités comme étant les grands romans, par différentes personnes, par différentes institutions, par différents prismes, hein, encore une fois, tous ceux qui ont eu le prix Goncourt, des choses comme ça, sont des éléments. Et c'est à partir d'un algorithme un peu complexe dont on parle, qu'on a constitué cette liste. Je dis algorithme complexe parce que, par exemple, on a décidé de ne pas faire apparaître plus de 3 œuvres d'un même auteur. Sinon, les Hugo, Balzac, Maupassant et autres qui étaient un peu graphomanes avec des productions complètement
hors norme, aurait trusté la moitié du bouquin. Et donc, il y a un algorithme qui dit s'il y a plus tant de citations dans les listes, alors on a le droit à 3 œuvres. Si on en a moins de temps, on n'a plus le droit qu'à 2. Et puis, il y a tout un tas d'auteurs qui n'ont qu'une seule œuvre. Et la première surprise, c'est ce que je vous disais, c'est que, je sais qu'on est filmé, mais je vais quand même le dire, je n'avais pas lu les 100 grands romans, et Michel non plus. Alors que c'est notre boulot et qu'on pourrait se dire, bah voilà, les profs de littérature ont forcément lu. Non, parce que beaucoup, alors, je connaissais les titres, certes, mais j'aurais jamais fait cette liste-là. Il y a beaucoup d'ouvrages que je m'attendais à voir qui n'y sont pas. Et parallèlement, beaucoup d'ouvrages, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là parce qu'encore une fois, c'est pas ma vision, c'est une liste objective. Je sais pas, il y a Le Feu d'Henri Barbus, que j'ai lu, parce que maintenant j'ai quasiment lu les 100, qui est un ouvrage, oui, j'avais entendu le titre, mais j'avais jamais lu, qui est très symptomatique, qui a été écrit pendant la Première Guerre, enfin, et qui est dans tous les manuels scolaires, qui est très connu. Alors, on s'est justement intéressé à la notoriété. Je ne sais pas qui aujourd'hui lit encore ça, mais ça fait partie du panthéon de la littérature. Un phénomène auquel on s'attendait peu, enfin, pourtant on aurait pu l'anticiper, c'est que dans les 100 grands romans, il y en a 50 qui sont du XXe siècle et les 50 autres qui sont postérieurs. Parce qu'évidemment, la notoriété, la postérité oublient. Et donc, on parle plus des œuvres contemporaines. Je parle pas de l'ultra-contemporain parce qu'on s'est arrêté à 1999 pour des raisons, justement... Enfin, après, il y a des phénomènes de mode et donc on voulait qu'il y ait un peu de postérité. Le premier bouquin, c'est La Princesse de Clèves. Donc, comme je connais sa date par cœur, je la vérifie. 1678. Il y a que 2 bouquins du XVIIe et puis sinon, c'est réparti. Mais le gros des 100 romans est au XXe siècle. Et si on refaisait aujourd'hui les listes, probablement qu'il y a des bouquins qui auraient disparu et des bouquins contemporains qui seraient apparus. Donc cette première surprise, c'est que je m'attendais vraiment pas à cette liste-là. Nous attendions pas à cette liste-là. Ensuite, c'est très contemporain. Et puis, ça, on pouvait s'en douter, c'est très masculin. Hein. Il y a une petite dizaine d'auteurs. Et c'est très... français, alors que nous, c'est des ouvrages écrits en français, hein, la littérature française, mais on s'était attendu à ce que la francophonie soit bien représentée, et c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Il y a que 2 ouvrages francophones, Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourouma et L'Or de Blaise Cendrars. Mais Blaise Cendrars, c'est de la francophonie proche puisqu'il est suisse. Hein. Donc on peut considérer que ça rentre dans la francophonie, mais voilà. Donc aucun ouvrage de nos cousins québécois, pas du tout de tous les Dom, Tom, alors que c'est une littérature riche. Mais bon, voilà, qu'on ne nous le reproche pas. Encore une fois, la liste est objective. Et malheureusement, alors, on peut le regretter, hein, mais les anthologies de littérature et tout ça, c'est l'histoire des vainqueurs. Et c'est vrai que il y a les grands textes, les grands textes sont majoritairement masculins. Enfin, non, je recommence ma phrase. Les grands textes ne sont justement pas majoritairement masculins, mais les grands textes reconnus comme tels, voilà, sont souvent masculins. Peu de femmes, il y en a, mais c'est certainement pas 50%. Alors, pour des phénomènes historiques qu'on connaît bien, 17, 18, 19, enfin 18 en tout cas, les femmes écrivaient souvent sous pseudo, hein, mais même le contemporain, il y en a pas tant que ça. Il y a Duras, il y a Yourcenar, il y a Bonjour Tristesse, Françoise Sagan, merci. Il y a Simone de Beauvoir, enfin, encore une fois, hein, elles sont là, mais on ne peut pas dire qu'elles soient là en nombre. Donc cette constitution de corpus a été, en tant que telle, on a fait un certain nombre de conférences sur le bouquin, avant même d'avoir écrit le bouquin, juste pour parler de notre corpus, et ça a toujours suscité de l'attention, parce que ça aussi, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que chacun dans son coin a sa propre liste, mais une liste objective en disant, voilà ce
ce qui est considéré comme étant les grands textes de la littérature française, euh, bah, même si on lit pas le bouquin, on peut juste lire la liste. Déjà, c'est Et donc entre La Princesse de Clèves du XVIIe Ouais. et les romans du XXe, est-ce que, comme vous analysez le même type de données, Ouais. est-ce que vous constatez des grandes tendances? Oui. Alors, cette, enfin, c'est toute l'histoire littéraire. Hein, est-ce qu'on étudie du diachronisme, du synchronisme? Est-ce qu'on s'intéresse à une analyse évolutive? Le bouquin est composé de deux parties. Donc, une première partie qui propose des analyses pour chacun des 100 grands romans. Hein, ça ressemble à ça, si je le montre à ceux qui nous écouteront. Et puis une deuxième partie qui est comparative et qui permet précisément de faire apparaître des phénomènes d'évolution. Je sais pas, là c'est sur les couleurs. Alors oui, il y a des phénomènes qui sont moins marqués que ce qu'on pensait initialement. Si je devais en citer quelques-uns, il y a un grand nombre de phénomènes autour de la ponctuation. Les ponctuations évoluent. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais par exemple, il y a une quasi-disparition du point-virgule, qui était une espèce de norme littéraire au XVIIIe siècle, XVIIe. Évidemment, s'agissant des temps verbaux, là aussi, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais le subjonctif imparfait, toutes ces formes-là, bon bah, il y a plus beaucoup d'auteurs contemporains qui l'utilisent. Mais il y a aussi des phénomènes plus surprenants. Et je montrais notre analyse comparative sur les couleurs. On s'est rendu compte que il y avait clairement de plus en plus de couleurs qui étaient présentes dans le corpus. C'est-à-dire qu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, finalement, on utilise peu les couleurs. Il y a des descriptions, mais qui sont plus des descriptions de caractère, des descriptions psychologiques. Et les auteurs contemporains ont beaucoup plus recours à l'utilisation des couleurs. Voilà. Alors il y a aussi des phénomènes sur les verbes qui évoluent. Il y a tout un tas de phénomènes sur les catégories grammaticales, où on utilise moins d'adverbes qu'on en utilisait. Enfin, voilà, des éléments de stylistique, de syntaxe des textes, de taille aussi. On a des romans qui sont plutôt plus petits. Le contemporain, on écrit moins de romans sommes avec plusieurs centaines de pages. Mais c'est l'intérêt on peut presque feuilleter comme ça, et ce qui permet de comparer les graphiques entre eux et de voir les évolutions, les évolutions. Donc oui, il y a des phénomènes que je laisse les lecteurs découvrir. Et comment est-ce que vous avez choisi du coup les différentes catégories auxquelles vous vous êtes intéressé, les couleurs, les temps, etc. Donc après avoir passé 3 ans à composer le corpus, on a passé un certain temps. J'ai oublié de rendre hommage à Marie Jamon qui a réalisé la plupart des graphiques, qui est graphiste. Hein. On s'est demandé, alors je ne sais pas si on a bien réussi, ce qu'un lecteur aimerait voir. De mémoire, il y a une douzaine de sujets qui sont traités, en se demandant lorsqu'on récupère, lorsqu'on veut avoir des informations sur un roman, qu'est-ce qui est susceptible de nous intéresser. Donc il y a une première approche qui est alors très linguistique, qui s'intéresse vraiment aux caractéristiques grammaticales. C'est probablement l'approche la moins grand public, mais en même temps qui est assez réjouissante de voir quels sont les pronoms personnels les plus utilisés, de se rendre compte que dans La Princesse de Clèves, le pronom personnel tu n'apparaît pas, parce qu'on se vouvoie, y compris dans les couples, et que parallèlement, dans les romans contemporains, le vous a tendance plus ou moins à disparaître. Donc ça, c'est vraiment une approche, encore une fois, syntaxique
du texte est grammatical avec les catégories. Et ensuite, on a essayé de sérier les différents éléments qui composent la richesse d'un roman. On s'est intéressé à la popularité, de demander parmi ces romans, alors ils sont systématiquement classés pour voir quel est le plus populaire, mais ça a donné lieu à beaucoup de discussions et entre nous, mais aussi avec des collègues. Comment déterminer la popularité d'un roman? Qu'est-ce que ça veut dire que la popularité? Parce qu'on peut pas faire une enquête, enfin on n'avait pas des moyens de sociologue pour aller interroger les gens, etc. Donc on a identifié quatre facteurs de notoriété. Le nombre de pages Google, qui est un élément aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui nous renseigne. Voilà, Au bonheur des dames de Zola, quand on a constitué le corpus, parce qu'évidemment c'est des données qui sont évolutives, c'est 211 000 pages à comparer alors c'est quasiment identique là, aux 300 000 pages de l'Assommoir. Donc on peut dire que d'un point de vue des données Google, l'Assommoir a une notoriété, une popularité plus grande que Au bonheur des dames. Bon, je ne sais pas quoi faire de cette donnée, mais c'est une donnée brute. On s'est intéressé aux notices Wikipédia. Là encore, il nous a semblé que il y avait un phénomène, il y a quelque chose qui se passe quand il y a inflation comme ça de certaines notices. Il y a certains des 100 ouvrages, et ça aussi c'était intéressant, pour grands qu'ils soient, qui n'ont carrément pas de notice Wikipédia. Et puis certains, il faut scroller pendant 10 minutes pour arriver au bout. On s'est intéressé aux emprunts dans les bibliothèques. Alors, ça nous intéressait évidemment de se demander ce qu'il en était du côté des lecteurs. Et comme c'est très difficile de savoir si un livre est lu ou pas lu, et comme c'est pas possible d'avoir les ventes, parce que qui peut nous dire les ventes de La Princesse de Clèves? Alors, on peut dire les ventes en 2000. Alors, Nicolas Sarkozy avait dit tout le bien, ou plus exactement tout le mal qu'il pensait de La Princesse de Clèves. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ce qui avait boosté les ventes, c'était réjouissant en tout cas. Disant, est-ce que c'est bien nécessaire de lire La Princesse de Clèves? Je sais pas si c'est nécessaire. Ouais. Mais voilà, il y a des phénomènes comme ça. Et donc, voilà, la notice Wikipédia, savoir si elle est très développée ou pas. Parfois, c'est juste une date. Et puis, parfois, il y a carrément des notices sur certains personnages au sein les emprunts, pardon, je reviens à Wikipédia, mais les emprunts. Les bibliothèques de Paris rendent publiques les données des emprunts. Donc, c'est compliqué à analyser, mais on a récupéré toutes ces données pour l'ensemble des bibliothèques du réseau de bibliothèques municipales et on a analysé les emprunts. En se disant, à vrai dire, que c'était peut-être même plus riche et ça donnait plus d'informations que les ventes. Parce qu'on peut tout à fait acheter un bouquin qu'on lit pas. Alors vous allez me dire, on peut l'emprunter et pas le lire, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bouquins qui sont achetés et qui ne sont pas lus, ne serait-ce que parce qu'ils sont offerts. Et on nous a tous offert des bouquins qui sont restés bien sagement sur une table ou dans une bibliothèque qu'on n'a jamais ouvert. Quand on fait la démarche d'aller dans une bibliothèque pour emprunter un bouquin, je pense que les emprunts nous renseignent plus sur la lecture que le reste. Et donc ça aussi, c'était vraiment intéressant de se dire, ben voilà, typiquement, je sais pas, je prends deux, alors on va essayer de prendre des bouquins que tout le monde connaît, mais si je prends Pierre et Jean de Maupassant, il a été emprunté 119 fois, donc c'est pendant une période de 6 mois dans les bibliothèques. On donne tous les détails, alors que Les Futurs de Villiers-l'Isle-Adam, pourtant grand bouquin, lui n'a été emprunté que 14 fois. Et par exemple, Les Futurs, en tout cas à l'époque, n'avait pas de notice Wikipédia, alors que Pierre et Jean de Maupassant a une notice assez fournie. Et puis dernier élément de notoriété, c'est le nombre d'éditions qui sont recensées à la BNF. Alors là, il y a un biais cognitif qui est évidemment que plus les bouquins sont vieux, plus il y a d'éditions, mais il y a aussi un certain nombre de bouquins qui datent, qui sont plus réédités.
Et il y a des bouquins très récents qui ont énormément de rééditions. Donc ça aussi, c'est un indice économique parce qu'on fait de réédition quand le tirage est épuisé et quand on veut. Donc c'est l'éditeur qui se rend compte que là, il y a un intérêt. Mais quand on croise toutes ces données, c'est ce qu'on a essayé de faire, et ben ça nous renseigne d'une certaine façon sur cette notoriété. Voilà. Est-ce que Proust est plus... Alors, d'un point de vue de la notoriété, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline, hein, qui a la plus grande des notoriétés. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est un autre débat dans lequel je ne m'engagerai pas. Mais on peut... Et c'est toujours, en tout cas, ce qui nous a motivés, cette vision comparatiste qui nous permet... Parce que la notoriété d'un ouvrage en tant que tel, ça nous dit pas grand-chose. Si on va comparer à un autre, hein, ça nous renseigne, voilà, est-ce qu'on lit plus aujourd'hui Hugo qu'on ne lit Stendhal? Est-ce que Duras est plus reconnu, je vais mettre des guillemets, que Françoise Sagan qu'on évoquait, voilà. Ça permet comme ça. Et dans cette perspective comparatiste, on a aussi proposé ce qu'on appelle la proximité lexicale. Alors, c'est une AFC, une analyse factorielle des correspondances. C'est très compliqué mathématiquement, mais à lire, c'est très simple. C'est d'essayer de voir quels sont les ouvrages qui ont une proximité lexicale, c'est-à-dire un certain nombre de termes en commun qui se ressemblent. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est écrit de la même façon, mais ça veut dire qu'il y a un vocabulaire commun. Et si je prends Pierre et Jean, eh ben, Sido de Colette est à la plus grande proximité. C'est-à-dire que probablement pour des raisons de champs lexicaux, enfin d'un certain nombre d'éléments, on va retrouver La gloire de mon père aussi. Pierre et Jean, La gloire de mon père, finalement, ça nous parle. Mais parfois, j'aime bien la notion de sérendipité, hein, qui est devenue un peu la tarte à la crème ces dernières années. Mais cette idée que de temps en temps, eh ben, il y a des phénomènes concomitants qu'on n'aurait pas assemblés, qui font apparaître du sens là on n'en aurait pas vu. Eh ben, d'associer, je sais pas, Jules Verne à Kuruma, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Jules Verne était un précurseur, il avait un vocabulaire très atypique. On est dans la francophonie, il y a aussi des vocabulaires atypiques, donc il y a une proximité. Bon, mais notre ouvrage n'a pas pour vocation de donner des réponses, mais plutôt, en tout cas, c'est toute notre ambition de susciter des questions et de se dire, bah tiens, mais pourquoi diantre il y a telle chose? Peut-être de donner envie d'aller relire. Bon, je trouve qu'on a toujours rempli notre mission si on donne envie d'aller lire des bouquins. Mais aussi d'aller creuser. Et là, c'est surtout pour les étudiants et éventuellement les collègues, de se dire, là, il y a quelque chose, non seulement que j'avais pas vu, et donc cette intimité nouvelle avec le texte, mais pourquoi est-ce que Germinal est proche du feu de Barbus? Alors, quelque chose qui se passe dans les tranchées, est-ce que la mine, les tranchées, enfin, je réfléchis à haute voix, hein, j'ai pas tout regardé. La route des Flandres, tiens, pourquoi Claude Simon est rapproché d'Émile Zola? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et tout l'objectif est de donner, on a suscité déjà quelques nouvelles études, mais de donner envie d'aller y regarder de plus près. Peut-être que là, on peut, s'il y a des questions. Ah oui, vraiment, être, je serais ravi de répondre à des questions. Le moment, sinon on continue, mais il reste assez peu de temps, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Ouais. Bon, j'ai une question. Merci beaucoup. C'est une question parce que j'ai lu un livre aussi sur des chercheurs américains qui essayent de prédire aussi le succès d'un livre à partir de manuscrits. Du coup, ils ont défini 5000 features un peu et après ils ont dit voilà, ça s'est vendu très bien ou pas, et du coup pour prédire un peu le succès d'un bouquin. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un peu, si on rassemble des données sur des livres comme ça peut être un prochain pas aussi de faire des analyses prédictives ou même de définir des termes, voilà, créer un livre à partir de l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça, avec des caractéristiques comme dans des œuvres, des grandes œuvres, comme vous avez dit. Du coup,
personne n'entend sa propre opinion là-dessus. Ouais, c'est un peu le Graal, ce dont vous parlez. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que, quand les outils numériques se sont développés, qu'il y a eu des recherches sur ce sujet. Michel Bernard encadre actuellement une thèse d'Ofra Lévy qui va soutenir bientôt sur ce sujet. Donc, je la cite. Pourquoi c'est le Graal? Parce qu'on n'a pas besoin d'être bien malin pour identifier les enjeux économiques derrière cette question-là. Et tous les éditeurs de la planète ne rêvent que d'une chose, c'est de prendre un manuscrit qu'on leur envoie par la poste, hein, de le mettre dans un logiciel et qu'il y ait un code de couleur, rouge ça se vendra pas, vert vous allez faire un carton et vous allez devenir riche. Donc moi le premier, je me suis intéressé à ces questions et je travaille actuellement avec Nicole Vincent, une collègue mathématicienne, informaticienne, sur un site qui s'appelle Littéroscope et qui travaille un peu sur ces questions-là. Est-ce que j'y crois? Non. Je vais le dire d'office. Et la plupart des études qui ont été menées, aboutissent pas à beaucoup de résultats. Ça serait tellement simple. Or, quand on regarde les best-sellers, les vrais best-sellers, c'est des choses qu'on n'attendait pas. Pour une raison, à mon sens, hein, mais là-dessus, je vous donne mon sentiment, c'est pas des données. C'est que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un best-seller? C'est la rencontre à un moment d'un texte et d'une époque, de l'ère du temps, hein, de quelque chose qui se passe, et la mayonnaise prend, parce que, sans le savoir, le public avait envie. Alors, par ailleurs, je fais une parenthèse, c'est absolument pas gage de qualité, hein. Les best-sellers, c'est pas pour faire l'universitaire pédant qui dit oui, moi ça ne m'intéresse pas, mais la plupart, si vous regardez les 10 meilleures ventes actuelles, je suis pas du tout convaincu que d'abord ça va rester, qu'elles vont avoir une postérité quelconque, hein, parce que beaucoup de ces bouquins-là, ce qui est aussi intéressant, ils n'ont pas du tout marché quand ils sont sortis. Donc, il y a, enfin, les métaphores sont toujours approximatives, mais c'est comme un coup de foudre. C'est-à-dire qu'à un moment, le public a un coup de foudre pour un bouquin. Mais de la même façon que les algorithmes des applications de rencontre fonctionnent pas très bien, ces espèces d'algorithmes qui disent, voilà, là, ça va matcher, pour reprendre le vocable de ces applications de Tinder et autres, on n'y arrive pas bien. Et là, il s'agirait de faire matcher un texte avec un public et on sait pas faire. C'est toujours facile de dire, alors, il y a des algorithmes qui marchent rétrospectivement en disant, regardez, ça, je peux dire que ça a toutes les caractéristiques pour être un best-seller et c'est un best-seller. Mais vous voyez, on le fait rétrospectivement en disant, mais sauf que quand on essaye de le faire sur les textes maintenant, ça marche pas. Et regardez, alors, oui, quand Marc Lévy sort un bouquin, j'ai rien contre Marc Lévy, hein, ni rien pour d'ailleurs, mais il va en vendre plus que quand Jean Echenoz sort un bouquin, ou Modiano, même aussi célèbre soit-il. Donc, il y a le phénomène du nom qui fait vendre. Mais tous les ans, il y a des espèces de phénomènes éditoriaux qui se produisent, où il y a tel bouquin qu'on n'attendait pas, et c'est un énorme carton. Là, Panayotis, je sais plus comment il s'appelle, un journaliste là qui était au Grand Journal a sorti un bouquin. Ouais, je sais plus son nom. Enfin, voilà. C'est un énorme carton. Il raconte la vie, son histoire familiale. Personne n'aurait pu dire ça. C'est pas un bouquin d'aventure, c'est pas de young adult qui marche très bien. Bon, voilà. J'ai lu, je pense absolument rien de ce texte. Non, je veux dire, je me dis pas c'est un grand texte, mais j'ai rien non plus contre. Hein. De toute façon, je suis pas là pour dire ce qui est bien et pas bien, mais aucun algorithme aurait pu dire ça va marcher. Parce que il y a aussi effectivement la notoriété de l'auteur, il y a le fait que tout d'un coup, à la dernière rentrée littéraire, il y a 20 textes sur la question de l'inceste. Il y a des phénomènes comme ça, hein, qui sont sociétaux plus que littéraires, à vrai dire. Donc oui, on essaye et pour l'instant, ça marche pas. Mais je dis pour l'instant, si ça se trouve demain, une IA va dire, il y a telle chose, va donner la recette parfaite. Mais c'est un peu comme une recette de cuisine, hein.
il y a des gens, on leur donne que des bons ingrédients, ils font un plat dégoûtant. Non, mais ça arrive, on se dit, mais c'est pas possible, il y a du chocolat, de la farine et du sucre, ça peut que être bon, et le gâteau est dégueu. Et ben, on aurait beau dire, il faut une pincée de ça, une pincée de ça, une pincée de ça, que potentiellement le livre se vendra pas du tout. Et je conclurai en disant, heureusement. Franchement, heureusement. Parce que le jour où on sait quels sont les bouquins qui vont marcher, il y a plus, enfin, ouais, la littérature devient autre chose, quoi. Je touche du bois pour que ça n'arrive pas. Il y a d'autres questions. Non. Est-ce qu'on conclut là? Ah ben moi je conclus volontiers. Donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter, il est à la bibliothèque, Il est donc à la bibliothèque, vous pouvez l'emprunter. Non mais il est horriblement cher. Je suis filmé, mais je me suis fâché fort avec l'éditeur. Je trouve que, enfin moi-même étudiant, je l'achèterai pas, donc je peux bien le dire. Mais c'est typiquement un livre qu'on feuillette. Voilà. Et vous allez voir, parce que je me suis livré à cette petite expérience avec plein d'amis, en leur mettant entre les mains en disant bon alors qu'est-ce que t'en penses? D'abord ils n'en pensent pas tellement du bien en disant oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein. C'est un peu surprenant. Et puis quand ils ont compris un peu le concept en disant ah il y a plein de bouquins, encore une fois c'est ce que je disais, hein, ils font tous la même chose, c'est-à-dire que ah, ça c'est mon bouquin, tout le monde a son bouquin préféré, hein, ou 2 ou 3 bouquins, et ben justement Tartarin de Tarascon, vous vous rappelez, il lutte contre un lion, enfin, qui n'en est pas un. Ah, j'adore ce bouquin. Et puis ils vont voir, et puis ils se rendent compte que ben, il y a tel verbe, je m'en ai pas rendu compte. Tiens, pourquoi le futur est plus présent dans ce bouquin? Et puis on regarde les noms communs, et puis on voit l'apparition des personnages. Mais oui, Barboussou, il disparaît, il revient. Et puis voilà, puis tout d'un coup on a envie de le comparer à un autre. Donc si je devais conclure, je trouve, et vous aurez compris que il s'agit pas de vendre de la soupe, hein, mais qu'il y a un côté ludique, et que ça peut aussi un peu réconcilier les lycéens et tout ça avec la littérature, de se dire ah ben et on peut faire des jeux en cachant des choses, voilà, en disant bah, voilà, quel est le bouquin qui a le plus de rouge, quel est le, voilà, on peut se réapproprier les textes de façon ouais, un peu ludique et jouer avec la littérature. Et dès qu'on fait quelque chose avec la littérature, de toute manière, ça lui fait du bien. Donc, en tant que prof de littérature, ça me fait plaisir. C'est une belle conclusion, ça va? C'est une très belle conclusion de Baptiste Boé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.